Bonjour à tous, merci d'être là. On est très heureux de venir vous partager ce premier talk sur FoundationDB, qui est une technologie qu'on va introduire aujourd'hui. On va évoquer très rapidement ce qu'on fait avec, mais ce n'est pas l'objectif de cette présentation. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous dire, voilà ce qui existe, voilà à quoi ça correspond comme type d'usage, etc. Et pour ça, on va dérouler cette petite presse. Donc, moi qui suis, je suis Steven Leroux, je suis CTO à Clever Cloud, je m'occupe du produit des équipes d'ingénierie et je travaille avec Pierre Zemb. Moi, je suis développeur à Clever Cloud. Je n'ai plus de voix, mais c'est à cause du stand sur les 2 jours. Et je travaille sur tout ce qui est système distribué, base de données, aussi bien en opérationnel qu'en développé dedans. On l'a précisé, on travaille à Clever Cloud. Alors, levez la main, qui connaît Clever Cloud? Une bonne moitié de la salle. Alors, Clever Cloud, qu'est-ce Attends, que c'est? qui utilise Clever Ah oui, Cloud? pardon. Un peu moins de. C'est bien déjà. Clever Cloud, on est un hébergeur français. On est dans un plateforme as a service. Donc en gros, l'idée, c'est que les développeurs font git push et à partir de ce moment-là, on s'occupe de tout le reste. On va builder l'application, lancer les tests, optimiser le build. Après, on va l'envoyer en prod avec une stratégie de blue-green. Ça, c'est la partie, on va dire, facile. Et après, on va faire tout le maintien en conditions opérationnelles. Donc on va faire l'upscale vertical ou horizontal, on va faire les patchs de sécurité, on va redémarrer l'application quand elle plante, on va venir collecter les logs, les métriques, etc. Et on travaille également sur d'autres services managés, donc des bases de données, etc. Si vous voulez plus d'infos, on a un stand par là-bas, de l'autre côté. Donc Steven vous l'a dit, on est ici pour vous parler d'une autre base de données. Et oui, encore une autre base de données. Est-ce que vous saviez qu'il existe plus de 895 bases de données? C'est juste gigantesque. Et toujours la vraie question qu'on se pose, c'est comment je choisis ma base de données? Et en fait, pour ça, le choix d'une base de données, en fait, il se fait sur plusieurs critères, mais il y a aussi la conséquence de ces choix-là. C'est-à-dire que quand vous avez choisi une base de données, vous allez hériter d'un langage de query, vous allez hériter du data model associé, et potentiellement du moteur de stockage inhérent à ce data model. Si on prend l'exemple de Postgre par exemple, c'est du SQL, c'est du modèle relationnel, vous pouvez faire autre chose avec, mais c'est quand même fait pour ça, et vous avez le moteur de stockage de Postgre, Qui n'est pas distribué, par exemple. qui n'est pas distribué par défaut. À côté de ça, vous pouvez avoir des enjeux métiers qui sont un peu différents. Et si vous voulez exposer vos données de database via une API REST, par exemple, en GraphQL ou ce genre de choses. Et si vous vouliez faire autre chose que du modèle relationnel, et par exemple aller vers du document. Et si vous aviez un Redis, mais avec une appli que vous avez fait chez Amazon, et qui est plutôt orientée Dynamo, et que vous vouliez, c'est simple, c'est du key value, get, put, etc., et que vous vouliez faire du Dynamo sur Redis, par exemple. Du coup, on se retrouve en fait dans une situation où je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on vit dans un monde où on a tous une multitude de bases de données différentes, tout simplement parce que on va prendre une technologie pour un choix, on va devoir en prendre une autre encore pour faire un autre choix, etc. Et on se retrouve à embêter les gens d'astreinte parce on leur dit alors moi j'ai besoin d'un Mongo dans cette version là parce que je vais utiliser cette fonctionnalité là et l'équipe d'astreinte est là, j'en ai juste marre d'avoir encore une autre base de données à gérer. Et nous, c'est ce qu'on voit. En fait, on a une multitude, on héberge une multitude de bases de données pour nos clients. Et en fait, la question légitime qu'on se pose, puisqu'on essaye de densifier nos infrastructures, c'est est-ce qu'il y a des morceaux qu'on peut mutualiser? Dans les 3 éléments qui sont affichés là, est-ce qu'on peut mutualiser quelque chose? Le langage de query, ça dépend de ce qu'on utilise, c'est un peu difficile à mutualiser. Le data model, on en a parlé, il y en a trop. C'est un peu compliqué de venir mutualiser et imposer à tout le monde de faire du relationnel, par exemple. Mais par contre, le moteur de stockage. En fait, si on y réfléchit un petit peu, pourquoi on utilise une base de données?
pour stocker durablement de la donnée et que ça soit notre source de vérité. Donc en fait, le but d'une base de données, c'est de stocker durablement, quelle que soit la base. Vous prenez une PG, un HBase, un Cassandra, etc., ou même un Kafka si on élargit au data store, leur but c'est de stocker durablement de la donnée. Donc en fait, toutes les bases de données ont le même enjeu, au final, tout en bas, c'est de venir stocker. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on se dit que on va mutualiser le stockage et construire par-dessus des choses? Et ce qui commence à devenir intéressant, c'est que du coup, le query language et le data model, il devient stateless. Puisque du coup, tout l'état va venir être porté par le stockage. Alors là, vous vous dites, oui, alors du coup, Pierre, t'es gentil. Tu vas avoir, on va mettre 10 000 bases de données sur le même moteur de stockage. On va quand même mettre des prérequis, on va définir les choses. Donc, quels seraient les prérequis pour un tel moteur de stockage? On est tous d'accord, il faut que ça soit extrêmement performant. Il faut que ça soit facile de venir faire grossir cette technologie de stockage. Donc en gros, dans l'absolu, on aimerait juste rajouter les bonnes machines. Comme on va devoir construire des data models par-dessus, il faut que ça soit facile de créer des abstractions par-dessus. Et pour ceux qui sont d'astreinte, comme moi, que ça soit facile à opérer. Pas comme certaines technologies avec un orc qui s'appelle HBase. Et donc, est-ce que cette technologie existe? Est-ce qu'il y a une technologie qui pourrait fournir les fondations pour faire ça? Stéphane? Il y en a. HBase. Ah non. Mauvaise présentation. Donc c'est là qu'on arrive maintenant dans le vif du sujet, FoundationDB. Il porte très bien son nom, c'est-à-dire que c'est pas une base de données, c'est beaucoup plus quelque chose qui va vous permettre de construire des bases de données. On a bien vu le storage, l'abstraction qu'a évoqué Pierre, c'est la couche du bas, ce qui fait que c'est pas gratuit. Si vous le choisissez, c'est bien que vous allez assumer d'aller construire ce qu'il faut par-dessus. Qui utilise FoundationDB? Il y a nous, il y a d'autres boîtes, de start-up, Apple, ils font des PC, je crois. Il y a Snowflake. Snowflake, il y en a qui connaissent Snowflake? Ouais, alors, un bon quart. Qui utilise Snowflake, ça marche. Ouais, mais c'est surtout la connaissance. Snowflake, pour les autres, qu'est-ce que c'est? C'est globalement des bases de données analytiques. Et en fait, dans le cloud, pardon. Mais parce qu'on en parle après. VMware, ils ont racheté une boîte qui fait du monitoring sur FoundationDB, etc., etc. Je ne vais pas aller dans tous les détails. On va évoquer quelques cas particuliers après. Vas-y. Donc, les concepts derrière FoundationDB, il y en a 3 principaux. L'un des points qui est important, c'est que ça va fournir un moteur transactionnel, donc exactement comme une transaction au sens SQL, sur un système qu'on pourrait plutôt qualifier de NoSQL. Donc en gros, quand on parle de NoSQL, on passe du Cassandra, du HBase, donc vraiment des systèmes qui sont capables de prendre des millions de lectures et dans lesquels on peut rajouter des machines. Donc l'idée, c'est de fournir des transactions avec une forte volumétrie de lecture et d'écriture. On en a parlé, on va venir construire de la valeur ajoutée au-dessus de Fondation. Donc en fait, ils ont réduit énormément le scope de fonctionnalités de Fondation. Je vais prendre un exemple tout bête, il n'y a pas d'authentification. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir du moment où vous avez accès au cluster. Parce qu'ils considèrent que chacun va avoir ses problématiques à faire et donc du coup l'accès est toujours protégé par une layer. Et donc du coup toutes ces fonctionnalités là on les rajoute dans des layers par-dessus. Du coup FoundationDB c'est une base de données open source, donc en licence Apache 2,
c'est un clé-valeur. Donc en fait, c'est get, put, delete, globalement, et scan. Il est ordonné. Donc ça veut dire que c'est un ordre lexicographique. C'est du byte to byte. On va parler un petit peu de la scalabilité de Fondation qu'on a testé. Pour le coup, on a fait des tests assez sympas. C'est transactionnel. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est assez méta les discussions autour des isolations de transactions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Fondation fournit un niveau d'isolation qui s'appelle le strict serializability. C'est globalement le plus haut niveau d'isolation que vous pouvez fournir et vous avez exactement la même isolation que du spanner, pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment, en termes d'isolation, on ne peut pas faire mieux. Vous avez vraiment quelque chose qui est extrêmement solide et extrêmement solide à la prod, puisque c'est extrêmement tolérant à la panne. Donc si on reprend un peu l'histoire de ce projet, c'est un projet qui est né en fait dans les années fin d'année 2000. Vous savez, quand il y avait tous les nouvelles DB, un peu NoSQL qui existaient, les RatingDB, les pléthores de DB dans tous les sens. Et là, il y a un projet qui est arrivé avec une approche complètement différente. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, en fait, on ne va pas faire le truc qui brille, machin. On va faire plutôt un framework qui va permettre de faire des choses. Bon, déjà, ils sont un peu atypiques sur l'approche. On verra à quel point, après, ils ont pris un peu le problème à l'envers. Ils font des POC, ils font des conférences, ils donnent 2-3 cours. Ils ont une pré-version alpha, bêta, closed source privée sur laquelle il y a quand même 2 boîtes qui se fondent. C'est-à-dire que Snowflake se construit dessus. Wavefront, qui a été racheté par VMware, se construit dessus et construit son monitoring time series là-dessus. Et là, Apple rachète le sujet. Merci, bonsoir, on disparaît. Le site a littéralement disparu d'Internet, les binary release, tout a disparu. Littéralement, donc ça a fait grand bruit dans la communauté, disparition de la base, mais vraiment en mode, du jour au lendemain, le site disparaît, les binaires disparaissent, tout disparaît. Dans l'intervalle, ce qui se passe, c'est qu'après, il y a des contrats et les autres entreprises en avaient besoin. Donc, en fait, il y avait du travail conjoint. Un peu shady. Voilà, pas du tout. On n'a pas les détails. C'est-à-dire que la culture de l'open source chez Apple. Mais, 2018, qu'est-ce qui se passe? Apple open source. Donc, ils ont 2 projets open source. Ils ont Cups et FoundationDB. Mais en fait, ça résout aussi des problèmes d'enjeux concrets. C'est-à-dire que quand on est plusieurs à bosser un peu sur la même techno, le fait de partager ça en closed source, machin, déjà ça limite l'écosystème, ça limite les développeurs, les contributions. Et en vrai, d'un point de vue pur pragmatique, en fait, Apple, ils ne sont pas vendeurs de FoundationDB. Ils l'utilisent pour leurs propres besoins. Donc le fait de l'open sourcer et d'avoir de la contribution externe, ça résout aussi des choses pour eux. Donc, le projet revient au devant de la scène en open source. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est un boom phénoménal à ce moment-là. C'est un projet complexe. C'est un projet secret. Et puis, la culture du secret chez Apple, c'est quand même un sujet. Mais, donc, le projet arrive en open source. Et aujourd'hui, on en est là, dans l'extension de ça, dans lesquelles il y a du travail conjoint toujours un peu sous NDA avec eux. Tout n'est pas public, mais notamment sur les contraintes d'opération, de scalabilité, d'unité, parce qu'ils ne veulent pas dire quelles sont leurs charges réelles internes, en tout cas publiquement. Mais le travail collaboratif autour du développement du projet se fait aujourd'hui en open source. Donc, si on rentre un peu dans les arcanes de cette solution-là, comment ça fonctionne? On va rester dans un concept macro, parce qu'on a 45 minutes, n'est-ce pas? Le principe de base, c'est qu'ils se sont dit, on doit avoir du déterminisme dans la testabilité de tout ça. Pierre nous en parle juste après. Mais le moyen d'atteindre ça, c'est en fait de passer par du modèle acteur. Le modèle acteur permet d'avoir une entité logique très fine et isolable, et donc déterministe, pour avoir l'exécution. Et tous les problèmes de la conception d'un framework de database ont été pensés comme ça, de manière à isoler tous ces trucs-là, toutes ces problématiques. Une fois qu'on en est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains acteurs ont des rôles. Il y a le rôle de storage, le rôle de proxy, le rôle de coordinateur, etc. Donc les acteurs sont spécialisés.
Et si on a besoin de passer à l'échelle, on a juste besoin d'augmenter le nombre d'acteurs pour un rôle donné. Et ce qui est bien dans la partie opérationnelle, quand vous avez fait autre chose, c'est qu'en fait, là, la DB nous dit. La DB nous dit, il me manque tant de ressources sur tel rôle. Ok, plus. Il me manque tant de ça, plus. Pour quelqu'un qui a opéré des systèmes, un système qui dit comment il va pas bien, ça aide beaucoup. Donc, l'architecture de ça, c'est ça. Bon, globalement, je ne vais pas en détail sur comment marchent les flux, mais on hérite aussi, dans ce process-là, d'une séparation des chemins d'écriture, enfin des chemins d'IO, entre la lecture et l'écriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une grosse lecture qui arrive, elle ne compromet pas vos écritures. Si vous avez une grosse écriture, elle ne compromet pas vos lectures. C'est important pour des bases de données de savoir découpler ça, parce que ça vous permet en fait d'avoir une pluralité de cas métiers qui sont répondus. Donc tu vas pas faire le schéma non, avec tous les flux. Je fais pas de schéma. Mais quelque chose qu'il faut voir aussi, c'est que en fait, le design de base vous amène. La marche à l'entrée, c'est de créer votre topologie. Une fois que vous avez créé la topologie qui va répondre à vos enjeux, la plupart des problématiques de tuning de la solution sont résolues. C'est-à-dire que l'enjeu, il est là. C'est la grosse marche d'entrée. Une fois que vous avez fait ça, en fait, nous, on a déployé des clusters. Une fois qu'on avait défini la topologie pour notre usage, on a mis, c'est la config de base, modulo les rôles. C'est-à-dire, en gros, on a fait un dessin, on a dit, on veut tant de proxy, tant de machin, tant de bidule. Et on n'a mis aucun, vous savez, les petits paramètres. Oui, alors du coup, je veux 36 000 de hip, machin, bidule. Non, il n'y a aucune différence dans la conf. C'est juste, on dit, toi, il y aura tant de ce rôle. Et ça, c'est juste magique. Le corollaire, c'est qu'il faut aussi bien comprendre son besoin métier. Il faut savoir quel va être le type d'usage pour comprendre quelle est la topologie que vous allez devoir mettre en œuvre. Mais c'est une complexité quand même, somme toute, acceptable. La conséquence de ce modèle acteur est de pouvoir faire scaler les rôles dépendamment de l'usage que vous avez, bah, c'est l'aspect linéaire de la scalabilité. C'est qu'en fait, vous avez juste à ajouter des rôles et vous suivez le besoin en termes d'opération. Donc là, on voit quoi? On voit que en approchant 400 cœurs, on approche, grosse maille, les 10 millions d'opérations secondes. 10 millions d'opérations secondes, c'est 10 millions de writes secondes, ou 5 millions de reads, 5 millions de writes, ou de delete, etc. Et en fait, l'idée, c'est qu'on rajoute juste des cœurs. Nous, on avait fait un bench avec 2 millions de lectures par seconde sur 4 machines. La base de données nous disait, rajoute des machines, et puis ça ira mieux. On rajoute des machines. Le point, il est linéaire. Il y a un autre aspect derrière ça, c'est que le modèle acteur, vous pouvez quand même bien exploiter les ressources aussi du hardware. Là où sur HBase, si vous arrivez à plus de 30% de consommation de votre machine, c'est déjà pas mal. Et pourtant, on a essayé vraiment de faire des choses un peu spéciales. Mais 400 cœurs, globalement, 10 machines de 40 cœurs, ça veut dire qu'à 10 machines, vous avez 10 millions d'opérations secondes distribuées avec un niveau d'isolation et donc d'intégrité de la donnée qui est globalement un des meilleurs au monde. Donc le coût en fait de déploiement, parce qu'après là c'est pour 10 millions d'opérations secondes, tout le monde n'a pas ces enjeux-là. Nous oui, mais soon. Mais voilà, l'enjeu c'est ça, c'est qu'en fait c'est aussi un système qui vous permet d'exploiter les infrastructures et d'avoir un bon amortissement de vos infras, quoi. Il y a un autre aspect, c'est que globalement ces données-là, elles viennent, vous voyez du lien qui est là, vous pouvez aller relire ça, mais ce sont des vraies métriques. C'est-à-dire que nous, quand on déploie, on observe la même chose. Il y a une fiabilité, mais qui est, encore une fois, quand vous avez fait la bonne topologie, vous arrivez à ça gratuitement. Ce qui change pas mal de choses, parce que si vous voulez avoir un système à l'échelle sur du HBase qui va bien, il va falloir aller taper du GC, taper de la conf, ça va être un... Mais bon. Pas même sujet. Donc voilà, donc il y a la promesse de base, nous, on l'a vérifiée. Alors, on a beaucoup parlé de performance.
moi, je suis d'astreinte. J'ai été traumatisé par certains systèmes et Fondation DB est super connue pour le simulateur qu'ils ont conçu. En fait, en 2009, avant d'écrire une base de données, ils ont écrit un simulateur de base de données. Donc en fait, l'idée, ils ont fait un constat qui est très simple, c'est que débugger des systèmes distribués en prod, c'est un enfer. Quels que soient les métriques, les logs, le tracing que vous pouvez mettre, c'est juste ingérable. Donc en fait, leur idée principale, c'est de dire, bah, en fait, je vais détruire la base de données, mais en dev. Et donc pour ça, euh, on va venir injecter des fautes de façon déterministe. Et donc en fait, le simulateur de Fondation DB, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir simuler et injecter des fautes dans différents éléments, donc notamment dans l'IO, donc le network, le réseau et le disque, dans le temps et dans la topologie du cluster. Mais ils vont vraiment très loin. Pour vous donner une idée, le scheduling des tasks des acteurs est déterministe. C'est-à-dire vous prenez un run de simulation, vous savez que la lecture sur le disque 42 mettra 100 ms, la suivante va casser et ce sera l'acteur 38 qui verra l'erreur. C'est-à-dire on en est là à ce niveau de simulation et surtout c'est déterministe. Donc ça veut dire que si le simulateur trouve un truc qui ne marche pas, vous prenez le numéro de la simulation, vous pouvez débugger en local. Et ça, c'est juste super important. Bah, c'est surtout que du coup, tu patches, tu corriges et tu vérifies tout de suite en rejouant cette simulation-là avec son ID et vous vérifiez que vous avez bien corrigé le problème. Donc, en termes de facilité de dev et de fiabilité, de robustesse, on est sur quelque chose quand même qui sort un peu de l'ordinaire. Donc voilà un exemple comment ça marche. Globalement, vous dites, bah voilà, démarre-moi un FDB serveur en mode simulation. Voilà les paramètres que tu vas venir charger. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va il va générer un nombre aléatoire. Donc c'est la seed qu'on voit deuxième ligne. Et à partir de là, à partir de cette seed-là, tout va être décidé. Quel acteur va tourner combien de temps? Combien de temps va mettre le réseau? Quel paquet TCP va être inversé? Quel disque dur va être inversé s'il y a deux machines qui se sont éteintes en même temps? Je blague pas, c'est vraiment ce qui passe en simulateur. C'est-à-dire on vient venir inverser les disques des machines pour vous vérifier si la base de données est cohérente. On vient venir changer des bits sur le disque dur pour vérifier qu'il est capable de détecter qu'il y a eu une corruption de la donnée au niveau disque. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant. Donc là, par exemple, dans la seed 309 machin, on a décidé d'activer une fonctionnalité qui s'appelle TSS. OK. Et on a démarré une topologie avec 5 data centers. Vous rejouez une autre seed, vous avez complètement une topologie différente. Et des timings complètement différents. Pour vous donner une idée, donc Apple et Snowflake, chaque PR a besoin de 20 000 tours de simulation. Donc c'est 2 heures de calcul chaque PR. Et ils ont des milliers de cœurs qui font tourner tous les jours, tout le temps, pour trouver des bugs. Ça correspond, chaque année, c'est 4000 ans de temps réel qui est passé en simulation. Bon, nous, on fait un peu de simulation, mais on n'a pas mis encore autant de puissance. Mais c'est pour ça qu'on vous en parle. C'est qu'en fait, ce temps-là, c'est du temps gagné pour tout le monde. On va parler un petit peu des usages, parce que les usages sont quand même assez impressionnants. On va vous parler de l'usage d'Apple de Fondation DB. Qui a un iPhone? Levez la main. Alors ceux qui prenaient déjà la photo, on peut voir, mais... Ok. Qui utilise iCloud, du coup? Eh ben, vous utilisez Fondation DB, sans le savoir. En gros, ce qu'a fait Apple, et c'est assez impressionnant, c'est qu'ils se sont dit, alors, on a des milliers d'applications, on a des millions d'utilisateurs, comment on fait? On va pas juste démarrer un PostgreSQL à chaque utilisateur qui a l'application qui contient les notes. Ça marche pas à l'échelle. Donc en fait, ils ont fait un système qui est assez impressionnant. C'est assez peu, enfin c'est pas très publicité. Il y a un papier de recherche, il y a quelques confs qui sont disponibles sur YouTube. Ils ont open sourcé 2-3 trucs, mais c'est assez peu connu. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont virtualisé la base de données. Donc en fait, vous avez, on le voit là, en fait, vous allez avoir des milliers
de base de données de backup, un pour l'utilisateur, mais en fait, c'est une base de données virtuelle. Donc quand je dis virtuelle, c'est vraiment exactement comme vous avez une machine virtuelle versus un serveur. Et pourquoi il y a une slide qui a disparu? Bon, tant pis. Et en fait, ils sont capables vraiment de distribuer des bases de données virtuelles dans une infrastructure. Parce qu'on a dit qu'on la cachait, la slide. Oui, bah oui, mais je crois que je l'ai. Enfin, bon, bref. Et en fait, pour le coup, alors là, c'est le moment où on fait le petit teasing de ce qu'on fait un petit peu chez Clever. En fait, on a repris complètement cette architecture-là de virtualisation de base et on est en train de travailler sur des bases de données serverless. Et du coup, elles sont à base de Fondation DB. On les fait en Rust. On les fait à coup de simulateur. Ça, c'est un truc assez impressionnant. On a réussi à inclure notre code Rust dans le simulateur de Fondation directement. Donc, en fait, on est sûr que tout le code Rust qu'on fait est valide et il est inclus dans la même simulation qui maltraite Fondation DB. Ça veut dire que l'entièreté de la DB est simulée, pas juste le framework en dessous. On a l'entièreté de ce qu'on construit du au-dessus. parseur à l'authentification, etc. Toutes les couches hautes qui sont intégrées dans tout ça. Voilà, on va pas trop rentrer dans les détails, mais on va proposer, je pense qu'on proposera un deep dive ou une université l'année prochaine sur tout ce qu'on a construit. Ouais, on a deux intérêts. On construit notre Metastore interne et nos DB serverless virtualisés. Oui, on a dit, on a fait DB logique au lieu d'IP virtuel, ça dépend. Pour pas confondre. On n'est pas là pour faire de la pub, c'est pas grave. Snowflake, eux, qu'est-ce qu'ils font? Donc Snowflake, ils ont la base, les données qui sont dans le cloud, généralement Object Storage. Et donc ce qu'ils font avec, c'est qu'en fait, ils ont tout l'état, les métadonnées qui sont en fait localisées dans du Fondation et qui leur permet de gérer la transactionnalité, de gérer l'intégrité. En fait, si vous avez des données qui bougent d'un point de vue logique, en fait, elles ne bougent pas physiquement. Vous avez juste une transaction qui vient inverser cette donnée-là, maintenant elle est là, etc. En fait, il n'y a rien qui a bougé, c'est juste vous avez changé les métadonnées. Et donc, tout l'étage de métadonnées chez Snowflake, c'est du Fondation. C'est ce que je viens de dire globalement. Donc effectivement, les métadonnées, donc, que sont la gestion des users, des security groups, les clés, etc. Toutes ces métadonnées qui ne sont pas les données utilisateurs. Les données utilisateurs restent dans l'object storage. Toutes ces métadonnées sont dans le Fondation. La fonctionnalité de transaction qu'ils ont dans leurs produits, globalement le two-phase commit qui permet de dire ok, je synchronise ça avec ça, avec ça. Alors ça c'est c'est propulsé par Fondation DB. Et ils font aussi des choses comme du service discovery, etc. Puisque globalement, il suffit de créer un layer par-dessus qui vient créer ça. Hop, je suis en train de vibroter. En fait, ce qui est important, voilà. Et ils le disent super souvent dans les conférences, les développeurs de Snowflake qui disent Fondation DB est tellement au milieu de notre infrastructure que la moindre panne, c'est critique. Et du coup, vraiment, Fondation DB est devenue la brique critique de tout Snowflake, puisqu'en fait, si ils perdent de la donnée dans Fondation, ils perdent de la donnée chez les clients. C'est direct. Et si un cluster FDB n'est pas répliqué et que le cluster tombe, les clients n'ont pas accès à leurs données. Et du coup, même les services internes ne marchent pas. Donc c'est ultra critique chez eux. Et donc ils parlent souvent de dire, en fait, ils montent pas. Si on regarde les chiffres de Snowflake, il y a pas beaucoup ils montent pas beaucoup en transactions par seconde, etc. Mais par contre, ils disent c'est ultra robuste. C'est-à-dire qu'on ne va pas trop charger les machines, les clusters, parce que voilà, on limite, c'est pas qu'on s'en fout, mais ce qui est extrêmement important et pourquoi ils utilisent Fondation, c'est parce que c'est ultra solide. Et tout en étant disponible, parce qu'en fait, ils veulent aussi un service qui soit là pour leurs utilisateurs. Donc on peut se faire un petit exemple Java très simple, parce que derrière cette complexité apparente qui est le cœur qu'il y a dans Fondation, pour peut-être vous, utilisateurs, ou futurs utilisateurs, c'est pas hyper complexe. En gros, ce que vous faites,
c'est que vous ouvrez une boucle de transaction, vous faites une écriture, par exemple, d'un tuple, ici un joli Hello World avec un tuple de 2 clés. Donc là, vous écrivez une clé qui Enfin, s'appelle Hello, qui contient World. Donc un clé valeur. Éventuellement, vous faites une lecture. Et c'est fini. C'était pas compliqué. En fait, l'API est extrêmement simple. C'est-à-dire que c'est vraiment du clé valeur où vous allez dire, vous démarrez une transaction, vous faites des trucs avec votre transaction, elle est committée, fini. S'il y a une erreur, le DB run que Steven a montré ici, en fait, ça va juste rejouer la transaction s'il y a un problème. Alors vous pouvez, ça c'est le mode par défaut, il faut se méfier parce qu'il est infini, donc du coup il va retry en infini. Vous pouvez vaut mieux mettre des limites, mais dans l'idée c'est assez simple c'est assez simple. Vous ouvrez une transaction, vous écrivez, vous lisez, vous relâchez votre transaction, elle va être committée. Et l'API, c'est du set, vous voyez, hein, c'est presque un Redis, entre guillemets, presque. Mais qui a un peu plus de patates. Et qui a un modèle de transaction. Et qui a un modèle de transaction. Donc, je vais vous parler un petit peu du modèle transactionnel, qui explique beaucoup sur une délimitation de fondation d'ailleurs. Donc en fait, quand vous allez démarrer une transaction, elle va se voir attribuer une lecture de version. Donc en gros, c'est pas vraiment un timestamp, mais c'est presque l'idée. C'est-à-dire, vous allez dire, je démarre ma transaction, elle va être démarrée à l'instant 200. À partir de ce moment-là, toutes les lectures que vous allez faire sont calées à l'instant 200. Donc vous ne pouvez pas voir après. Vous voyez tout ce qui a été avant. Vous avez vraiment figé la base de données à l'instant 200 d'un point de vue transactionnel. Donc là, on peut récupérer une clé qui s'appelle A. On peut écrire dans la clé B. Et là, on va commit. Donc, tout le monde est conscient, on a parlé à un système distribué, il a fait des trucs, donc en fait, le temps a avancé. Quand on fait un commit, en fait, on va venir assigner un commit version. C'est exactement la même chose, c'est juste qu'il a avancé dans le temps. Pardon. Le stand a été compliqué. Donc là, on a démarré une transaction à 200, on l'a committé à 500. C'est ce qui nous permet de gérer la concurrence. Donc là, on va faire le même exercice, mais on va démarrer une nouvelle transaction en même temps. On démarre une transaction et juste après, on en démarre une autre. Donc là, j'ai décalé un petit peu pour bien vous montrer, mais vous allez avoir la première transaction en haut qui a été commencée à 200. La première en haut, 200. La deuxième, 250. Donc là, on fait des trucs. On va lire A. Il manque une animation. Donc la transaction d'en haut, on fait un get et on fait un set. Dans la deuxième transaction, on vient venir écrire que la clé A, elle vaut Z maintenant. Qu'est-ce qui va se passer si on commit? Donc là, je simule vraiment, on écrit, on commit sur la deuxième. Donc là, on va avoir un commit version qui va être à 400. Elle va être acceptée, cette transaction-là. Mais par contre, le problème, c'est que la transaction au-dessus, elle a lu la clé A. Elle a écrit... Ah oui, ça marche pas mon exemple. Faut que je... Et ah oui, non, si c'est bon, c'est le get, pardon. Donc là, en fait, on fait un set de A à Z, mais ici, j'ai fait le get de A. Et donc, du coup, là, quand on va venir essayer de committer, ce qui va se passer, c'est que le système est capable de savoir, oui, tu as modifié quelque chose dans l'intervalle de temps entre le 200 et le 500, puisque j'ai eu un commit ici à 400, qui a modifié ce que tu as manipulé entre le 200 et le 500. Elle va être rejouée automatiquement. Et c'est là l'intérêt du DB Run, c'est qu'en fait, c'est géré nativement.
Donc l'idée, c'est que vous allez avoir un numéro de début de transaction, un numéro de fin de transaction. Si quelque chose a été modifié et commité dans cet intervalle de temps, la transaction va être rejouée. Le truc qui est important, c'est que du coup, si vous réfléchissez un petit peu au système, ça veut dire que FondationDB garde l'état de tout ce qui a été modifié. Parce que du coup, il doit être capable de dire cette transaction-là, on a modifié un truc. En fait, c'est une des plus grosses limitations de FondationDB. C'est que Fondation, en fait, un des rôles va garder en mémoire tout ce qui s'est passé, toutes les écritures sur les 5 dernières secondes. Et donc c'est un rôle qui s'appelle le resolver. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il fait des shards, machin bidule. Ça marche plutôt bien et vous pouvez du coup le faire scale assez facilement en rajoutant des machines. Attends, vous pouvez le faire scale parce que si dans votre usage métier, vous avez une application qui génère beaucoup de conflits potentiels entre ces lectures et ces écritures, Oui, c'est vrai. alors vous pouvez dire, ok, mes résolveurs, visiblement, ils ont beaucoup de travail, ils gèrent beaucoup de conflits, donc je vais avoir besoin de passer ça à l'échelle. Si ça se trouve, dans votre usage, c'est pas du tout le cas. Oui, d'ailleurs, c'est même le défaut qui est mis dans les resolvers qui est à 2 dans la base. Je crois que Apple le met à 1, par exemple. Et ils avaient dit sur le forum, oui, il y avait un utilisateur qui faisait énormément de conflits et du coup, ils avaient mis 4 ou 8. Et les gars d'Apple étaient là. Ok, bah, t'es un des premiers qui a besoin d'avoir autant de resolvers. Si on prend un usage time series standard, on est typiquement dans un anti-pattern de base de données. Vous avez de l'écriture dans un sens et de la lecture dans l'autre. Enfin, quand vous écrivez vos métriques, par exemple, vous faites du monitoring, toutes les secondes, minutes, etc., vous allez écrire sur des cardinalités qui concernent toutes vos machines ou tous vos services, et vous écrivez tout ça tout le temps. Quand vous venez lire de la time series, c'est un curseur et vous lisez une série par une série. Donc c'est un anti-pattern, c'est vraiment vous êtes dans un truc complètement orthogonal. Ça veut dire que vous n'avez pas de conflit, ou vraiment peu. Du coup, le modèle transactionnel, ce qu'il faut bien retenir, c'est que vous ne pouvez pas faire une lecture qui va durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 1 heure. Donc, ce n'est pas un moteur d'analytique. Vous n'allez pas pouvoir faire ça. Chaque transaction est limitée dans le temps à 5 secondes. C'est vraiment une délimitation très forte de Fondation qu'il faut savoir. Il y en a d'autres un peu sur des histoires de taille de clé, taille de valeur. Il y a une limite de scaling aussi. Il y a eu beaucoup de travaux. Si vous allez sur le site de Fondation, ils vont vous dire qu'il y a des limitations en termes de nombre de cœurs et de taille de base de données. En fait, ces chiffres, l'architecture a énormément évolué sur les 2 ans et ils n'ont pas rejoué les autres, le benchmark. Donc, du coup, les chiffres sont un peu faux et ils ne veulent pas donner leurs chiffres internes. Donc, du coup, forcément, mais ça scale bien. Nous, on est toujours étonné du nombre de cœurs qu'on peut rajouter. Pour le coup. Donc dans ces limitations, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas limité à ces valeurs-là comme stockage. Ça veut juste dire que dans votre layer, dans votre abstraction métier, vous devez anticiper que la contrainte de stockage, c'est des clés et des valeurs limitées. Donc, potentiellement, si vous voulez stocker, mettons, 200 kilobytes, vous allez devoir découper votre valeur en 2. Et donc avoir un modèle de clé qui vous permet de faire peut-être un scan plutôt qu'un get. Mais après, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez stocker en absolu. Vous pourriez stocker un fichier d'1 giga, c'est juste qu'il va falloir le découper. Et dans votre transaction, vous allez avoir l'entièreté de tout ce que vous allez envoyer dedans. Donc, une fois qu'on a géré la transactionnalité du modèle de stockage, ça veut dire que ça vous permet de vous concentrer sur ce qu'il y a au-dessus. Et donc, j'en parlais juste avant, sur le modèle de données. Votre layer métier, qui peut être soit propre à vous, soit faire une base de données publique, enfin un truc qui existe pour des usages classiques, ou une base complètement orientée métier. Je sais pas, vous faites du financier, il y a des primitives financières propres, vous pourriez avoir un layer spécialisé pour ça, qui vient derrière convertir dans la transactionnalité entre les valeurs. Très souvent,
de toute façon, même quand vous avez une base de données quelconque, de quelconque data model, très souvent, le moteur de stockage en dessous, ça convertit en clé valeur, de toute façon. Donc on n'est pas sur quelque chose là-dessus qui est ultra choquant. Se dire que du relationnel, ça se map en clé valeur, c'est très acceptable. C'est le cas du relationnel, des gestions de queue, on a évoqué la time series, etc. Tout ça, à la fin, c'est du clé valeur. La gestion de multi-tenancy. Pierre disait qu'il n'y a pas d'authentification parce qu'effectivement, elle est métier et donc elle est gérée au-dessus. Mais la gestion de multi-tenancy, dans un contexte de clé valeur, c'est un préfixe, hein, /tenant 1 ou /tenant 2. Voilà, on a une isolation logique par tenant. Ce qui amène beaucoup de choses intéressantes. Ce sera pour l'université l'année prochaine. Mais ça permet de faire énormément de choses, ça. Il y a des petites choses bonus, on va peut-être avancer un petit peu, mais notamment il y a des opérations atomiques qu'on peut faire en ce qu'on appelle en push-down, donc on peut les envoyer au niveau de l'exécution locale, ce qui permet de gagner encore plus de performance. Si vous avez par exemple des compteurs, si vous voulez avoir un compteur qui s'incrémente, voilà. Si vous faites une transaction classique, en fait, vous faites un get puis un set pour faire plus 1, bah, en fait vous allez avoir plein de transactions qui vont se marcher dessus. Fondation fournit des opérations atomiques où en fait c'est eux-mêmes qui font le plus 1 par exemple. Et il y a des versions simples, mais on va voir ça. Excellent. Alors data modeling, comment ça se passe? Là vous avez une table ici, une table avec des étudiants par exemple, c'est très simple. Vous avez des clés primaires, des noms en champ et un âge. Bah, comment ça se modèle? En clé valeur, vous avez la DB qui est matérialisée dans un préfixe school, vous avez la table student qui est la suite de tout ça, donc au final le préfixe là ça devient school student. Vous avez la clé primaire, donc la primary key qui est dans l'indexation entre guillemets En fait là vous voyez aussi bien le contexte lexicographique ordonné. Tout ça c'est ordonné. Si vous voulez faire un scan de la table student, mais en fait vous positionnez en school student slash et vous allez jusqu'à anti-slash XFF parce que c'est du binaire. Donc, et du coup vous allez scanner l'entièreté de la DB. Et donc vous avez les différents champs et les différentes valeurs. Voilà, vous avez stocké une base de données relationnelle en clé valeur. Alors l'équipe Fondation fournit énormément de SDK. Donc ceux que j'ai mis au-dessus, c'est les SDK qu'on peut considérer officiels, qui sont maintenus par les corps contributeurs de Fondation. Le meilleur, c'est le Java, hein. Soyons honnêtes, c'est celui qui est utilisé par Apple et Snowflake. Donc nous, on utilise le client Rust, on est mainteneur d'ailleurs. Il passe beaucoup plus il passe autant de simulations que les autres. Parce que même le client est simulé parce que Fondation, quoi. La communauté Fondation... Ah non, c'est toi, vas-y. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, c'est une communauté qui est aussi très bienveillante. C'est-à-dire que quand on pose une question, il n'est pas rare que les core développeurs de la solution, qui sont quand même des gens un peu hardcore sur le sujet, viennent filer un coup de main. Filer un coup de main, aider, renseigner, avec des réponses très qualitatives. En fait, ils font le boulot pour faire adopter les paradigmes, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et il y a également au niveau français un meet-up Foundation DB qui est d'ailleurs animé par Pierre, ici présent, sur lequel ces gens-là viennent, enfin les corps développeurs, et donc après il y a des cas d'usage, des cas clients, des fonctionnalités qui sont présentées, comme un meet-up classique entre guillemets. Donc c'est une communauté qui est encore très jeune, mais avec une bonne dynamique, et surtout je trouve que c'est très facile d'avoir un pied d'entrée dedans. Voilà. Généralement, moi je passe du temps à comprendre ce que le corps développeur nous a mis, et il m'envoie plein de liens et je suis là, oh là là, ça c'est marrant. Il reste 44 secondes, je vais conclure très rapidement. Fondation DB, d'un point de vue opérationnel, c'est une base de données distribuée super solide et scalable. Pour des développeurs, c'est un framework pour écrire vos bases de données ou vos systèmes de stockage de données. Le désavantage, c'est un système distribué, c'est toujours un peu relou à opérer. Il faut investir dans de l'observability.
La communauté est un peu jeune, donc il n'y a pas forcément toutes les docs, tous les guides et tout ce qu'on peut trouver dans d'autres bases de données. Et vous ne pouvez pas juste utiliser cette base de données-là, vous devez investir du temps dedans pour pouvoir utiliser le framework. Et je finis pile à temps. Et le mot de la fin, c'est que c'est un accident industriel, ce truc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait des chercheurs qui avaient fait le truc ultime de la base de données. Ils ont développé leur langage pour aller développer de l'acteur modèle sur des systèmes sans GC, etc. Développer un framework de simulation avant de développer la DB pour avoir un modèle déterministe. Ce serait le papier de recherche parfait où on se dit en fait ça n'arrive jamais en prod parce que c'est un projet de recherche et ça n'aboutit pas. C'est en ce sens que moi je dis souvent c'est un accident industriel parce que c'est arrivé en prod et c'est un truc utilisable. Mangez-en parce qu'on a besoin de ce genre de choses. Ça apporte de la fiabilité dans les transactions, etc. Merci à tous. Et on...